De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, notre éditorialiste Jean-Marie Boutomo nous a rejoint. Bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Fanny. Bonsoir à nos téléspectateurs. Nous sommes toujours en compagnie de Gemal Taleb et Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. Annoncé en août dernier puis initié au mois de novembre, le dialogue politique national équato-guinéen a permis une rencontre inédite entre les différentes forces politiques du pays. Un dialogue présenté comme une ouverture par le pouvoir. Pour autant, l'opposition dit attendre de voir le suivi des décisions prises lors de ces négociations. Un reportage de nos correspondants Serge Kofi et Policarpo Edoumassa. Un cinquième dialogue en présence de toutes les forces politiques légalisées en Guinée équatoriale, celles de l'intérieur et de l'extérieur du pays, avec pour objectif de se pencher sur les règles de la compétition politique. L'enjeu était de taille car il fallait mettre autour d'une table l'opposition vivant dans le pays, celle en exil, le pouvoir en place et ses factions politiques. Des enjeux divergents qu'il fallait poser dans une discussion franche porteuse de résultats. Initiés le 7 novembre dernier, les débats se sont tenus à Sipopo dans une atmosphère tendue entre gouvernement et opposition. Un mois après, quel bilan peut-on faire de ces assises? Quels changements ont-elles apporté à l'univers politique du pays? Quelle place l'opposition entend-elle jouer sur l'échiquier politique? Pendant que le principe d'un dialogue était accepté par tous, l'opposition a exigé des préalables. Parmi ces conditions figurait la demande d'un médiateur international pour présider les débats et l'amnistie de tous les opposants condamnés par les tribunaux de Guinée équatoriale pour des délits politiques dans l'exercice de leurs activités. Une dernière requête que le président équato-guinéen a acceptée à travers la signature d'un décret d'amnistie générale afin que tous participent au dialogue. La signature de cette amnistie est une garantie pour ceux qui sont à l'extérieur, pour qu'ils sachent qu'ils auront toute la sécurité à l'intérieur du pays. Le gouvernement ne peut pas signer l'amnistie après la violer. Tout ceci est parfaitement bien établi. Pourtant, dès le début du dialogue le 7 novembre, 7 formations politiques, à l'instar de la Convention pour la démocratie sociale, la CPDS, ont claqué la porte des discussions, souhaitant plutôt un dialogue social et dénonçant un cadre inapproprié pour un dialogue sincère. Le gouvernement n'a pas accompli, par exemple, la libération des partis politiques, n'a pas donné l'accès libre aux médias, aux partis politiques. Le gouvernement voulait une table ronde comme une opération de marketing politique à l'intérêt de donner l'image d'un pays démocratique, l'image d'un chef d'État qui dialogue avec l'opposition, et ce n'est pas vrai. Autre parti politique a quitté la table, la formation démocratique républicaine de Guillermo Nguema Elai qui déplorait le monologue du gouvernement. C'est le parti CPDS qui a eu l'idée de proposer au chef d'État de convoquer une table de négociation. Nous, on a secondé le CPDS, on a travaillé ensemble pendant plus de 6 mois et nous avions une idée de ce qui devait supposer un dialogue politique. Alors, le président de la République convoque une table de dialogue, alors qu'on devait s'asseoir d'abord avec la partie du gouvernement pour mettre ensemble en commun un ordre de jour. On ne l'a pas fait. Après d'âpres négociations à huis clos, quelques partis politiques sont revenus à la table du dialogue national. Les discussions ont pu se poursuivre pendant 6 jours. Bien que n'étant pas un organe législatif, ce cadre a proposé plusieurs changements en ce qui concerne la vie politique en Guinée équatoriale. Lors de la signature de ce document qu'on appelle aujourd'hui Pacte national, donc dans les années 93, il y a les accords qui disent textuellement qu'à chaque moment, soit 1 an, surtout 2 ans, les partis politiques et le gouvernement doivent se réunir pour faire quoi? Bon, une première chose, la valorisation de ce qu'ils ont fait. Et deuxièmement, pour essayer de faire l'évaluation du travail, la marche, le niveau du développement, le niveau des choses qui sont en train de réaliser par rapport aux accords signés. Pour moi, ça passe juste pour essayer d'analyser certaines lois. Comme vous le savez, la loi n'est jamais statique, c'est dynamique. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, c'est au fur et à mesure qu'on peut essayer d'introduire aussi
d'innovation sur les lois. À l'issue de ces échanges, le gouvernement a accepté des changements tels que l'abandon de la caution de 30 millions de francs CFA que tout citoyen devrait verser pour obtenir la légalisation d'un parti. Pour les candidatures indépendantes, il a été supprimé l'obligation d'avoir le soutien de 5 personnalités, une règle qui sera substituée par la présentation de 300 signatures par district. Ces changements ont allégé les conditions de création de partis politiques dans le pays et ont fait dire que le dialogue a été un bon départ. Nous sommes arrivés à un accord de 70% avec le gouvernement. Au début, nous nous plaignions que le gouvernement ne voulait pas céder à nos propositions. Mais finalement, l'exécutif a accepté ce que nous lui avons proposé. Le bilan a été, par moi, positif parce que nous avons écouté nos frères. Et je pense qu'eux aussi nous ont écoutés. Nous avons arrivé à des consensus sur des points qui ont été mis à l'ordre du jour du dialogue. En premier lieu, concernant la loi électorale, nous avons eu en commun certains points qui peuvent aussi porter un plus en ce qui concerne le développement des séances électoraux à l'avenir. Ce 5e dialogue gouvernement-opposition a été beaucoup plus axé sur les textes juridiques régissant le fonctionnement des partis politiques. A-t-elle été une réussite? Il est trop tôt pour se prononcer. Selon les forces politiques ayant participé aux assises, il faudra maintenant assurer le suivi des acquis de ce dialogue. Certains d'entre eux appellent à une nouvelle rencontre pour discuter de la politique sociale, des droits humains et de la bonne gouvernance. L'objectif est de poser les bases d'une expression consensuelle et inclusive de la démocratie équato-guinéenne. Jean-Marie, comment percevez-vous ce dialogue national politique entre l'opposition et le pouvoir dans un pays qui, on le rappelle, n'a qu'un seul député de l'opposition au Parlement? Fanny, vous savez, l'Assemblée nationale est pourvue de députés qui sont élus par le peuple. Donc une fois que cette élection-là est posée, on ne peut pas avoir beaucoup plus de députés qu'on en a, dans la mesure où, chez nous en Afrique, il y a un problème qui se pose régulièrement, qui est le problème, si vous voulez, du boycott des élections. Donc, la tentative de dialogue qui est mise en place par le président équato-guinéen est une bonne démarche, dans la mesure où elle vise à asseoir l'opposition. Déjà, il y a quand même des choses qui sont positives là-dessus. Je constate qu'il y a eu une libération, une amnistie générale des prisonniers politiques, c'est déjà une bonne chose. Et le fait qu'on ait l'opposition ait réclamé un médiateur international, bon, ça me semble un peu, si vous voulez, bon, pas très très sérieux, puisque ce sont des affaires internes de la Guinée équatoriale. Appeler obligatoirement un médiateur international, c'est pas lui qui va assurer, si vous voulez, la bonne marche des discussions qui sont mises en place. Bon, il y a des choses qui me semblent positives là-dessus, c'est que le gouvernement s'est mis d'accord avec l'opposition pour pouvoir trouver une plateforme, revenir sur les projets qui ont été posés sur la table, on les a mis en route et à un certain moment, on fait une évaluation de ces politiques-là, chose qui est très intéressante par rapport à nos politiques africaines dans lesquelles l'opposition est toujours mise à l'écart. Donc là, il y a quand même une tentative d'avancée de démocratie qui consiste à donner la parole à l'opposition, que l'opposition puisse donner ses points de vue sur tout ce qui est politique économique, sur tout ce qui est politique sociale, politique sanitaire et ce qui s'ensuit. Donc j'estime que c'est une bonne décision d'avoir tenu, comment dirais-je, cette réunion-là qui consistait à réunir toutes les forces vives du pays pour pouvoir trouver des solutions au développement de la démocratie dans Guinée équatoriale. Gémal, tous les avis convergent des spécialistes pour dire que c'est une bonne chose pour la Guinée équatoriale. Mais on peut s'interroger quand même sur le fait, on se demander pourquoi ce dialogue national intervient maintenant. Pourquoi est-ce que le président équato-guinéen a eu besoin d'initier cela maintenant? Ça n'est jamais trop tard pour bien faire. Jamais. Je fais partie de ceux qui pensent que la démocratie est une conquête qui se fait dans le temps. Je fais partie de ceux qui pensent qu'elle est même indispensable et qu'un pays qui ne se démocratise pas est un pays qui vouerait un échec évident et qu'elle répond à beaucoup de questions. La démocratie, non, le plus élémentaire, c'est le mode de transmission du pouvoir, c'est-à-dire comment le pouvoir est transmis d'une main à une autre et quel est le mode pour que l'alternance démocratique politique soit possible. Et donc, les Occidentaux, pendant très longtemps, ont répondu à cette question. Nous les avons suivis et le modèle aujourd'hui de la démocratie est devenu un quasi universel. Elle n'est pas seulement des élections, elle est tout un ensemble. La plateforme revendicative de l'opposition est légitime.
Et la Guinée équatoriale, qui a probablement tardé à le faire, n'a pas que des choses négatives. Ça n'est pas une dictature, ça n'est pas vrai. C'est un pays qui respire. Ça n'est pas un pays démocratique, je ne l'ai pas dit une seconde. Mais c'est un pays qui respire. La situation économique s'est améliorée sérieusement et considérablement. On ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire qu'il y a 30-40 ans, c'était un pays où il n'y avait rien. C'est aujourd'hui un pays où incontestablement, et peu importe ce qu'en pensent les détracteurs, la situation s'est améliorée vraiment. Le niveau de vie des gens n'a plus rien à voir. Et d'ailleurs, le niveau de vie, y compris des étrangers, c'est quand même l'un des rares pays du continent où les étrangers sont 2 fois la population du pays. Deuxième chose qui est, de mon point de vue, importante, c'est la situation politique. Et là, que le président Obiang Basogo décide aujourd'hui, plus qu'hier, d'ouvrir l'espace démocratique, de donner un champ nouveau, et de mon point de vue, une bonne chose. Elle aurait pu venir hier, elle est arrivée aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et donc, il se met à table avec ceux qui ne sont pas de son bord, de ceux qui n'acceptent pas sa politique. Et il leur dit, mettons-nous d'accord sur une plateforme. Vous savez, quand il y a une plateforme, c'est-à-dire que nous demandons beaucoup, nous concédons peu de l'autre côté, puis après on arrive à une entente. Jean-Marie Bitomo a raison. L'idée de demander un médiateur international est non seulement pas sérieuse, farfelue, mais surtout pas du tout respectueuse de la souveraineté du pays. Quelle est l'idée de demander qu'un médiateur international, est fort à parier qu'il soit dans la tête de ceux qui l'ont demandé, un Européen ou un Nord-Américain. Si vous leur proposez un Africain, ils ne seront pas d'accord. Même pour un besoin de neutralité? Mais la neutralité ne veut rien dire dans ce cas. Ou vous acceptez le dialogue politique et vous faites confiance, ou alors vous ne l'acceptez pas et vous ne le faites pas. L'idée de demander à un étranger venu d'ailleurs, qui ne comprend rien à la situation d'un pays qui lui est étrangère, de venir réglementer la vie des gens à laquelle il est totalement étranger n'a juste aucun sens. Et donc, demandons une personnalité indépendante du pays, déjà, et ça peut marcher. L'idée d'avancer sur la loi électorale est, de mon point de vue, importante, parce que vous ne pouvez pas asseoir une démocratie si vous n'êtes pas d'accord sur ses règles de fonctionnement. Et la loi électorale est, de mon point de vue, l'élément important. L'idée d'ouvrir les médias. Et là, pour le coup, ce sont des revendications absolument légitimes et pertinentes de la part de l'opposition. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le président Obiang Basogo et donc la République équato-guinéenne comprend que nous sommes dans un espace où, si on a des avancées économiques considérables, nous avons besoin de les compléter avec des avancées politiques importantes. Ce qui se fait là est, de mon point de vue, maîtrisé, intelligent, bien fait. Il faudrait qu'il continue, il faudrait qu'il débouche rapidement sur donc ce que les Équato-Guinéens auront décidé comme étant bon pour eux. Encore une fois, il n'appartient à personne de leur donner des leçons, en tout cas pas moi davantage qu'un autre. Et donc je me garderai bien de cela. Tout état de cause, je remarque que le débat continue, que le dialogue se fait, que l'ensemble, ou en tout cas que l'essentiel des revendications sont plutôt satisfaites. Il n'y a plus de détenus politiques, la loi électorale est acceptée, les médias vont être ouverts. Et donc, c'est de mon point de vue là la chose où donc, les Guinéens en seront fiers, mais nous, Africains, avec. Alfred, ce dialogue politique, mais aussi cette mesure d'amnistie, est-ce que tout ça, finalement, c'est pas aussi pour mieux contrôler l'opposition? Fanny, il faut avoir la perspective de longue durée de la situation politique de la Guinée équatoriale, d'où elle vient, où elle est maintenant et où elle va. Au moment de l'indépendance de ce pays, Mathias Nguema, l'oncle de Teodoro Obiang Basogo, qui avait pris le pouvoir à ce moment-là, au moment où les Espagnols partent, avait instauré un régime très dur. Là, pour le coup, c'était une dictature terrible. Lorsque, au début des années 73, Teodoro Obiang Basogo fait son coup d'État, c'est parce qu'effectivement, non seulement l'indépendance qui avait été une bonne chose n'avait rien donné au plan politique, économique et social, et donc il a dû, pendant au moins une dizaine d'années, diriger de main de fer la Guinée équatoriale pour la remettre sur les rails. Et donc, depuis un certain temps, avec les succès économiques que j'ai mal rappelé ici, Teodoro Obiang Basogo a fini par commencer par assouplir progressivement le régime, le système, parce qu'il a fini par comprendre effectivement que passer le cap justement de l'assise du processus de démocratisation du pays, avec la stabilité économique qui arrive, la stabilité politique, il fallait effectivement avoir un espace politique plus ouvert, démocratique, plus ouvert. Certes, il y a
des choses à corriger. On a été nombreux ici sur ce plateau justement à dire effectivement que la création par exemple d'un Sénat ne servait strictement à rien sinon qu'à recaser quelques amis politiques, leur donner un Marocain. Mais Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo a une idée de la manière de construire la démocratie équato-guinéenne. J'y arriverai. Et ce processus de dialogue, ce plateforme avec l'opposition fait partie de ces innovations démocratiques. En réalité, dans la Constitution, on reconnaît, équato-guinéenne, on reconnaît le statut de l'opposition. Maintenant, une chose est reconnaître le statut de l'opposition officiellement, une autre est justement d'organiser des rencontres comme ça pour faire le point sur les avancées de la démocratie, sur les couacs ou sur les retards de la démocratisation et sur ce qui a amélioré et ensuite mettre en place des mécanismes de suivi. Les protagonistes qui sont intervenus là de l'opposition ont tous été unanimes à dire nous avons obtenu 70% de ce que nous avions demandé. Certains ont rappelé même que c'est à leur initiative justement que le président Teodoro Obiang-Nguema a accepté justement que s'est approprié cette idée et a organisé la chose. Donc pour le coup, il ne s'agit pas de contrôler l'opposition parce que de toute façon, on peut se poser la question autrement. Quel intérêt Teodoro Obiang-Nguema aurait à justement avoir une opposition? Quel intérêt il aurait à museler l'opposition, puisqu'il a tous les pouvoirs, puisqu'il a mis en place un système qui permet effectivement à son pouvoir, à son parti d'être majoritaire, et puis voilà. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a aucune raison pour qu'il puisse contrôler cette opposition-là, puisqu'il a tous les rouages du pouvoir. Ce que demande l'opposition et auquel il a accédé, c'est de dire l'accès aux médias de l'opposition, réduire les conditions de création des partis d'opposition. Alors, à la limite, là, je trouve ça aussi un peu curieux. Il y a déjà des partis d'opposition qui existent. Et pourquoi voulez-vous qu'il y en ait 400, 500 ? On voit partout ailleurs en Afrique comment ça ne marche pas justement parce qu'il y a de petits partis de rien du tout, mais parce qu'ils savent que l'État va financer et donc ça fait des ressources d'argent. Il y a 5 ou 6 partis d'opposition, ça suffit. Réduire les conditions d'ouverture, etc. Bon, je trouve que c'est quand même un peu problématique. 300 millions, effectivement 30 millions, c'est beaucoup, mais en même temps, je ne vois même pas pourquoi il faut créer encore d'autres partis. 6 déjà, c'est beaucoup, plus le parti au pouvoir. Jean-Marie, on est réellement dans un processus de démocratisation, on peut dire le mot, en Guinée équatoriale? Si on regarde le fond, Fanny, je dirais qu'on est effectivement dans un processus de démocratisation comparé, si vous voulez. Il faut toujours avoir une comparaison à la plupart des partis politiques ou alors comment fonctionne la politique dans la plupart des États africains. Il y a Alfred qui vient de dire quelque chose là qui est assez intéressant pour moi et que Jamel, lors d'une de nos tables rondes ici, là, avait aussi soulevé. À savoir quoi? À savoir que vous avez des pays dans lesquels vous avez l'opposition qui a un statut officiel. Jamal nous disait ici là qu'en Mauritanie, vous avez par exemple le leader de l'opposition qui a une place prépondérante, qui est considéré par le président de la République. Donc le fait de donner un statut au leader de l'opposition, c'est déjà une avancée que je trouve relativement intéressante pour nous en Afrique. Donc maintenant, s'il s'agit du nombre de partis politiques dont parlait Alfred tout à l'heure, je serais du même point de vue que lui dans la mesure où je ne vois pas quel est l'intérêt de créer X partis. Vous créez X partis. Si ces partis-là ne fonctionnent pas, à la limite, c'est quoi? C'est pour rajouter de la cacophonie, si vous voulez, dans l'univers politique. Ce n'est pas vraiment pour vouloir des avancées de démocratie dans ce pays-là. C'est beaucoup plus pour essayer, bon, comme il disait tout à l'heure, bon, aller chercher un Marocain quelque part, dans la mesure où on sait que, bon, on aura le pouvoir, on sera vu et tout ce qui s'ensuit. Mais dès l'instant que l'opposition a la capacité de pouvoir défendre ses projets devant le peuple guinéen, je ne vois pas l'intérêt, c'est-à-dire aujourd'hui, d'en créer d'autres partis politiques. Il y en a suffisamment. Donc, de ce point de vue-là, j'estime que la plateforme qui a été mise en place est une plateforme qui est déjà une bonne avancée par rapport, si vous voulez, aux pratiques politiques africaines, c'est-à-dire reconnaître, donner un statut aux partis d'opposition, c'est quelque chose qui est novateur. Une plateforme qui va permettre à l'opposition de défendre ses idées lors des prochaines élections? Exactement. C'est une garantie, en tout cas? C'est une plateforme, si elle permet, puisqu'il y a déjà l'accès, si vous voulez, aux médias. J'ai mal une réaction rapide par rapport à ça.
Non, moi je ne suis pas d'accord avec mes camarades parce que je considère que la démocratie ne connaît pas de limites et que la création des partis politiques non plus et que la liberté est tellement fondamentale que celui qui veut créer une organisation politique le fait. Le souci et la crainte que Alfred a, je la comprends tout à fait, mais enfin, les règles de droit sont faites aussi pour ça. C'est-à-dire que vous mettez une limite au financement. On donne temps, vous n'êtes pas financé si vous êtes en deçà de temps. C'est-à-dire la représentativité conditionne le financement. Et que la vie politique soit financée est une bonne chose. Je pense que c'est un excellent moyen de lutter contre tous les dérapages possibles. Mais de là à limiter le nombre de l'expression du suffrage n'a juste pas aucun sens. Un parti politique, il faut que ce soit comme une association. Celui qui veut le créer, le crée. Merci Jemal. Et tout de suite un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. C'était ce lundi la réunion inaugurale du Forum global de lutte contre le terrorisme. Les experts d'une quarantaine de pays se sont retrouvés à Marrakech au Maroc. 6 thèmes ont été retenus dont le Sahel, la Corne de l'Afrique et les combattants terroristes étrangers. Et les négociations intermaliennes progressent. Un groupe armé sont dit favorable au projet d'accord de paix proposé par la médiation algérienne. Un changement notable cependant, un chef de l'exécutif régional pour le nord du Mali qui sera élu au suffrage universel direct. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la 3e partie de l'Africa News Room. À tout de suite.